Nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo de Rennes-le-Château, le dossier, les vidéos. Et nouvelle vidéo qui en plus est la première du nouveau cycle de ces vidéos, puisque je vous rappelle que la dernière fois que nous nous sommes retrouvés, c'était pour traiter du sujet des haines inversées, ces haines inversées qui émaillent l'histoire de Rennes-le-Château et même au-delà, hein, rappelez-vous, hein, ce n'est pas réservé à Rennes-le-Château, et j'en concluais qu'il était possible peut-être que c'était la signature d'un ordre secret, initiatique, au sein de l'Église catholique romaine. Nous savons que l'affaire de Rennes-le-Château ne s'est pas arrêtée sur la vie de Bérenger Saunière et que des choses se sont passées après sa mort. Des choses extrêmement intéressantes, et c'est ce que d'ailleurs maintenant j'appelle l'affaire moderne. Je vous ai demandé si vous étiez intéressé par le biais de Facebook, si vous souhaitiez que je continue un nouveau cycle de vidéos pour traiter de cette affaire moderne, qui, comme certains le savent, ou le sans doute en tout cas, eh bien, est particulièrement complexe et je dirais même parfois tordue. Mais avant cela, nous allons repartir un tout petit peu en arrière, et je vous rappelle, nous allons revenir à la mort de Bérenger Saunière. Bérenger est décédé, il est inhumé, et il reste une personne qui est complètement désemparée, c'est Marie Desnarnaud, sa fidèle servante. Cette jeune femme, qui avait quand même de nombreuses années d'écart avec Bérenger Saunière, puisque lorsqu'elle est rentrée entre guillemets à son service, elle avait 18 ans et lui en avait 33, donc vous voyez qu'il y a quand même un bel écart, et qu'elle est restée fidèle à Bérenger Saunière, dans le sens qu'elle est restée fidèle, elle l'a toujours accompagnée. Et Marie Desnarnaud est sûrement la seule, qui ait connu l'intégralité du secret de Bérenger Saunière. On le sait, on sait qu'elle a accompagné Bérenger Saunière lorsqu'il faisait ses recherches dans le cimetière, rappelez-vous, quand il retournait les tombes, quand il changeait les épitaphes. En un mot, elle l'a vraiment suivi partout. Mais quoi qu'il en soit, Bérenger décède, et l'histoire de Rennes-le-Château va pas s'arrêter, elle va s'endormir. Elle va s'endormir, et puis elle va d'abord s'endormir sur un événement qui a marqué les gens. Quand Bérenger Saunière est décédé, il y a eu ce que j'appelle la passation testamentaire, c'est l'ouverture du testament de Bérenger Saunière, et là, la surprise fut générale. Et pourquoi? Eh bien pour la bonne raison que Bérenger Saunière ne possédait rien. Et oui, c'est là où il a été très fort, parce que l'ensemble des terrains, l'ensemble des constructions du domaine était intégralement au nom de Marie Desnarnaud. Bérenger Saunière avait prévu ce qui risquait de se passer, et en effet, ça a failli se passer. L'Église de Rome, par le biais de l'évêché de Carcassonne, a tout fait pour essayer de s'emparer des biens de Bérenger Saunière, mais ils ne l'ont pas pu, puisque rien ne lui appartenait, et tout appartenait à Marie Desnarnaud. C'est là où on voit que Bérenger Saunière était loin d'être un imbécile, et qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Donc il était sûr de la pérennité, entre guillemets, de son œuvre, et que rien n'aurait changé tant que Marie serait présente sur les lieux. Sacré Bérenger. Quoi qu'il en soit, Marie se retrouve toute seule à la tête de ce domaine, et elle a du mal à l'entretenir. Visiblement, elle a vraiment du mal à l'entretenir, Marie. Elle va même demander des prêts, elle va essayer de vendre les biens. Et les gens du village lui disent « Mais Marie, on ne comprend pas pourquoi tu ne prends pas ce qu'a dû laisser Monsieur Saunière pour entretenir le domaine et pour vivre. Tu vis comme une pauvrette, mais fais pas ça. » Et là, Marie se redressait en disant « Mais il est hors de question que je touche à ce que Monsieur le curé a laissé, car ce qu'il a laissé est maudit. » Tout un programme. Et pourtant, Marie ne manquait pas d'argent, puisque nous avons retrouvé des traces des impôts que Marie Desnarnaud déclarait chaque année. Eh bien, il faut savoir que Marie Desnarnaud déclarait des sommes conséquentes par rapport aux autres gens du village. Non seulement elle déclarait, entre guillemets, sa retraite, si tant est que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais en plus, elle déclarait des sommes de plus de 1000 francs annuellement, qui lui était versé. On ne connaît pas l'origine de cet argent. Alors,
Et ceux-ci sont des documents qui sont entre guillemets officiels, puisqu'ils sont consultables aux archives de l'Aude. Et je dirais même que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'un des anciens maires de Rennes-le-Château qui nous a remis ces documents à David Gala et moi-même, lorsque nous l'avions rencontré. Et vous allez pouvoir en voir des extraits sur les images qui vont suivre. Donc Marie n'était pas forcément réellement dans la peine, mais elle ne souhaitait pas utiliser l'argent qu'elle percevait. Chose étonnante. Et puis Marie aimait à dire, quand elle se promenait dans le village, quand elle croisait quelqu'un, et c'est vrai que rappelez-vous, on est à la sortie de la Première Guerre mondiale, hein, la France est dans un état pathétique, il n'y a plus d'hommes, il y a essentiellement des femmes. Eh bien Marie aimait à dire aux gens du village, oh mes pauvres enfants, si vous saviez, vous marchez sur de l'or et vous l'ignorez. Il y aurait de quoi nourrir le village pendant 100 ans et plus. Et ceci n'est pas une légende. Ça a été rapporté par différentes personnes, dont Antoine Captier, Marcel Captier, qui étaient des enfants du village. Antoine Captier qui s'est marié avec Claire Corbu, et vous verrez que nous parlerons de la famille Corbu un peu plus loin. Donc nous ne sommes pas dans la légende, nous sommes dans des faits rapportés. Et donc si Marie disait ça, eh bien on peut supposer que Marie avait des raisons pour le dire, et des certitudes. Finalement, l'affaire moderne de Rennes-le-Château commence, on va dire à peu près à cette époque. Mais les gens du village, qui se doutaient bien que Béranger Saunière avait dû découvrir un trésor, puisque c'est comme ça qu'il donnait l'explication de la richesse de l'abbé, se disaient que, bon, peut-être, oui, il avait dû découvrir un trésor, mais il n'y en avait plus, et que Marie, vieillissante, devenait un peu, on va dire, gâteuse. Donc on ne la prenait pas trop au sérieux. Et pourtant, elle insistait. Et puis Marie, vraiment, a des difficultés. Alors il y a une légende qui nous dit, on l'a vu quand, bien des années plus tard, hein, quand, juste après la Seconde Guerre mondiale, quand le général de Gaulle déclare la Nouvelle République et dit on va changer l'argent, on va changer la monnaie, et on va essayer maintenant, toute personne qui veut changer sa monnaie doit se présenter aux autorités pour qu'il y ait un échange de billets. Ben oui, pourquoi il faisait ça? C'était tout simplement à l'époque pour déceler les gens qui avaient fortune avec le marché noir. Si vous arriviez avec une grosse somme d'argent, il fallait expliquer pourquoi vous ayez cette grosse somme d'argent au sortir de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme vous le savez, a rendu la France exsangue. Eh bien, certains ont vu, c'est la légende, hein, ont vu Marie Desnarnaud brûler des seaux de billets. Eh bien, évidemment, c'est pas vrai, c'est faux. Ce que l'on sait, c'est que Marie Desnarnaud, par contre, a brûlé des documents après la mort de Béranger Saunière. Ça, c'est certain, des gens l'ont vu faire, mais ce n'étaient pas des billets de banque. Alors, on peut penser que Béranger Saunière, à sa mort, lui avait donné des consignes et des instructions qu'elle a sûrement suivies. Donc vous voyez comme quoi on peut vite mélanger les événements. Mais revenons à, je dirais, à la fin de la Première Guerre mondiale, pardon. Marie donc est toute seule, le pays est exsangue, et le village de Rennes-le-Château est pas mieux que les autres. Déjà qu'il était en grosse difficulté économique, ça devait pas être bien drôle. Marie a donc s'enferme dans son village et elle fait comme Béranger. Elle ne veut pas vivre dans la Villa Béthanie. Marie va s'installer dans le presbytère puisqu'il a été loué à la Bessonnière pendant 99 ans et que la commune laisse Marie Desnarnaud toujours habiter dans le presbytère, et elle vivra dans le presbytère. Parce qu'elle ne voulait pas le quitter. Là aussi, on peut se poser la question, pourquoi l'un et l'autre ne voulaient pas quitter le presbytère? On peut facilement comprendre pourquoi si on réfléchit quelque peu. Marie donc reste dans ce presbytère. De nombreuses personnes viennent la voir pour acheter le domaine. Alors il y a les curieux, il y a l'église qui continue à insister lourdement, mais non, elle ne veut vraiment pas. Elle ne veut vraiment pas vendre son domaine. Les années passent et puis une famille qui vient du Maroc décide de venir s'installer dans la région. Et va commencer par s'installer à Bugarache, et c'est la famille Corbu. La famille Corbu va donc, le monsieur Corbu est quelqu'un qui est un entrepreneur. Il aime créer des entreprises, il réussit, mais il se trompe parfois.
Il a eu une belle réussite au Maroc, et puis il y a eu des problématiques, il a fait faillite, donc il est revenu sur la région, je dirais, montpelliéraine, puisque c'était plutôt ça qu'il visait à l'époque. Et puis un jour, il est venu s'installer à Bugarache, parce que les affaires étaient un peu difficiles. À Bugarache, il va donc... Noël Corbu, il va donc rencontrer des gens, sympathiser avec des gens, puis on lui dit, bah tiens, écoute, il y a une chouette balade à faire dans la région, faut aller au village de Rennes-le-Château, tu verras, on lui dit, il y a un curé qui était complètement dingue, qui a dû découvrir un trésor, et il a fait un domaine fabuleux. Bref, notre famille Corbu, dont une petite fille qui s'appelait Claire était de cette famille, eh bien, vont visiter, découvrir Rennes-le-Château. Et ils vont avoir le coup de foudre pour le village. Ils vont avoir le coup de foudre et plusieurs fois, M. Corbu demande à Marie, mais Madame Marie, enfin Mademoiselle Marie, parce que c'est ainsi qu'on l'appelait, vous êtes en difficulté, est-ce que vous voulez vendre le domaine? Marie refusait. Bref, comme on dit, notre Noël Corbu, entre guillemets, va travailler au corps Marie Desnarnaud, qui finalement va céder à moitié. Et quand je dis céder à moitié, elle ne va pas vendre réellement le domaine, elle va le vendre en viager à la famille Corbu. Nous sommes là en 1948, hein, à peu près. Et donc la famille Corbu va donc pouvoir venir s'installer dans le domaine, et que le deal était de dire, bah écoutez, je vous vends en viager le domaine, mon domaine, puisque ça appartenait à Marie Desnarnaud, mais en revanche, vous devez vous occuper de moi et assurer mes vieux jours. Ce que fait la famille Corbu, très honnêtement. Et il semble que les relations que Marie Desnarnaud et la famille Corbu sont très bonnes. Marie se retrouve un petit peu, peut-être, avec une famille qu'elle n'a jamais eue de son vivant, pardon, pas de son vivant, mais de toute sa vie, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant avec un homme. Elle a donc toutes ces petites familles qui gravitent autour d'elle, et il semble qu'elle est assez proche de la famille Corbu. Les enfants Corbu, donc Claire, vont sûrement fréquemment la rencontrer et discuter avec elle. Noël Corbu essaye bien de savoir ce que Bérengère Saunière a pu découvrir. Dès qu'on aborde le sujet, Marie se referme et ne dit rien. Et pourtant, elle lui dit un jour, parce que Noël Corbu essayait de lancer des affaires, il avait un mal fou, il n'y arrivait pas, il avait la poisse, quoi, si on peut dire. Il se bagarrait pour essayer de gagner de l'argent comme il faut, de créer des entreprises, ça ne marchait pas. Et un jour, le voyant sûrement désespéré quelque peu, Marie lui a dit vous savez, mon beau Noël, ne vous souciez pas, parce que, avant de mourir, je vous révélerai un secret qui fera de vous un homme très, très, très riche. Ça, c'est vrai que c'est légendaire, hein, mais ça a été rapporté plusieurs fois par la famille Corbu-Captier. Je ne vois pas pourquoi ils nous raconteraient des bobards, comme on dit. J'ai foi en ces personnes, et je pense que c'est tout à fait vrai. Et plusieurs fois, semble-t-il, elle a répété ça à Noël Corbu. Vous inquiétez pas, mon beau Noël, avant de mourir, je vous révélerai un secret qui fera de vous un homme très, 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 très riche. Certains ont dit, mais moi à une époque je disais, très très riche et puissant, ce qui est faux. Antoine Captier me l'a bien confirmé, c'était bien uniquement très, très, très riche. Ce qui est quand même, on parle bien de secret et très, très riche. Donc elle n'a pas dit trésor, elle dit secret. Vous voyez comme quoi c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, Marie savait parfaitement bien ce qu'il y avait à chercher et à trouver, et qu'elle voulait le révéler à Noël Corbu. Et Marie Desnarnaud va vieillir, va devenir de plus en plus dépendante, comme on dit maintenant, et la famille Corbu va s'en occuper de plus en plus, jusqu'au jour où elle va elle aussi subir une attaque. Et elle va donc être à l'article de la mort. Et on peut imaginer la scène, hélas, elle avait perdu la parole, de voir Marie essayer de parler à Noël pour essayer de lui dire le secret de Bérengère Saunière et de Marie Desnarnaud. Hélas, Marie va s'éteindre en 1953, elle n'aura rien pu révéler, et la famille Corbu va se retrouver avec le domaine, seul, sans Marie, qu'ils vont inhumer juste à côté de Bérengère Saunière,
puisque c'était ainsi leur volonté à chacun. Marie va donc mourir, et là nous allons réellement rentrer dans l'affaire moderne de Rennes-le-Château. Et cette affaire moderne de Rennes-le-Château est complètement due à monsieur Noël Corbu. Et oui, Noël Corbu va donc se retrouver avec ce domaine, entre guillemets, sur les bras. C'est vrai que c'est très chouette, très joli, mais il faut manger. Il faut travailler. Et là, Noël Corbu a une idée. Il se dit, bah voilà, il y a de quoi vraiment faire quelque chose de beau. Eh bien, nous allons faire un restaurant à Rennes-le-Château. Et on va l'appeler le restaurant de la Tour. Voilà. Donc, Corbu décide de faire un restaurant. Il va, pour cela, aménager les anciennes citernes qui se trouvent sous le belvédère. Il va percer des fenêtres dans la muraille qui donnent sur, le ravin et sur le panorama autour de Rennes-le-Château. Il y installe évidemment des fenêtres. Et là, il va installer des tables pour recevoir les personnes qui viendront dîner. Il va mettre un panneau en bas de la route à Cuisa pour dire là-haut il y a un restaurant qui s'appelle le restaurant de la Tour, et en effet, quelques personnes viennent à Rennes-le-Château, quelques personnes montent à Rennes-le-Château, mais ça ne remplit pas les caisses du restaurant, et Noël Corbu se dit mais comment je vais faire pour pouvoir faire en sorte que j'ai du monde qui vienne manger chez moi dans mon restaurant. Eh bien, il a un trait de génie ou un coup de chance. J'avoue que là, je ne sais pas moi personnellement répondre, d'autres pourront peut-être le faire à ma place. Il réussit à avoir un journaliste qui va venir sur Rennes-le-Château pour, déjeuner. Et là, ça va être le grand coup de pouce. Alors, pourquoi? Parce que on commence malgré tout à entendre un petit peu parler de l'affaire de Rennes-le-Château. Parce que notre ami Noël Corbu est un communicant, bien avant l'heure que maintenant, mais c'est un communicant. Et il va communiquer comme il faut autour du mystère de Rennes-le-Château. Pendant que les gens déjeunent, il a installé, une sono, comme on dirait maintenant. Il a mis des haut-parleurs dans le restaurant. Et il fait défiler un enregistrement qu'il a lui-même réalisé, racontant la fameuse histoire de Rennes-le-Château et de son curé, Béranger Saunière. Et ce texte est assez incroyable parce que notre ami Noël Corbu nous emmène de Blanche de Castille en passant par Saint-Louis jusqu'aux Mérovingiens, voire les Visigoths, et il raconte toute cette histoire de trésors fabuleux cachés dans la région et que Béranger Saunière aurait découvert. Mais ce texte est un texte qu'il a complètement écrit, c'est une belle fable. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de pouvoir le lire en intégralité très prochainement sur le site renneslechatteau.org, qui est donc le support de tous nos travaux. Vous pourrez avoir l'accès intégralement à ce texte, et je remercie monsieur et madame Captier, Antoine, de m'avoir autorisé à le faire diffuser sur mon site internet il y a de ça quelques années. Vous verrez que c'est un texte qui va, comme on dit, interpeller le curieux. Et le curieux, en l'occurrence, c'est un journaliste, M. Salomon, qui va venir à Rennes-le-Château pour déjeuner et entendre ça. Nous sommes le 12 janvier 1956, lorsque dans la Dépêche du Midi, ce fameux journal de la région toulousaine et qui arrose l'ensemble, du sud-ouest de la France, sort un article rédigé par Albert Salamon qui s'intitule « La fabuleuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château. Monsieur Noël Corbu connaît-il la cachette du trésor de la Bessonnière qui s'élève à 50 milliards ?» Imaginez ça. On est le 12 janvier, eh bien il y aura 3 articles, le 13 et le 14 en plus de cette même année. Et là, nous sommes sur le démarrage de la véritable affaire de Rennes-le-Château, l'affaire moderne. En un mot, le grand public se met à découvrir cette histoire qui était restée extrêmement locale et qui, sans M. Albert Salomon, n'aurait jamais connu, je dirais, le succès et, l'impact qu'elle a de nos jours, puisque je vous rappelle quand même que pour le moment, la grande finalité, c'est quand même le Da Vinci Code, qui a été vendu à plus de 86 millions d'exemplaires dans le monde. Donc vous voyez que l'article de M. Salamon à Dan Brown, il s'en est passé des choses, et nous allons justement étudier tout ça. Et c'est vrai que ces articles ont été les éléments fondateurs
de l'affaire moderne. Et c'est là où tout d'un coup, Rennes-le-Château va devenir le lieu où va se cristalliser beaucoup j'irais, d'idées, de concepts. Et surtout, on va voir arriver différentes personnes et différents, j'irais, chercheurs de l'insolite, de trésors, mais également aussi parfois des gourous. Et c'est vrai que là, l'affaire va changer complètement. Comme j'aime à le dire, rien ne s'est passé juste avant la mort de Marie Desnarnaud. Tout est resté très intime à Rennes-le-Château. Après la mort, et par le fait que M. Corbu ait reçu ce journaliste, Albert Salamon, et qu'il a lui-même, après, sorti ces 3 articles, eh bien, ça a tout changé. En effet, déjà, ça a tout changé pour M. Corbu, puisqu'en effet, là, son restaurant s'est rempli, et il s'est rempli quand même par des clients qui avaient une certaine notoriété à l'époque. Nous pouvons parler de Robert Charroux. Robert Charroux qui était quand même le fameux chercheur de trésors et de mystères dans le monde entier. Et on peut dire que Robert Charroux est le premier qui a traité dans un ouvrage, Les Trésors du Monde, l'affaire de Rennes-le-Château. Il en parle d'une façon précise. Il raconte l'histoire. C'est le premier texte en grande diffusion pour l'époque, pour ceux qui aiment l'ésotérisme, pour ceux qui aiment l'occultisme, pour tous ceux qui aiment le mystère. Bien sûr, on n'était pas à l'époque du grand public, mais on était déjà sur un public beaucoup plus large que celui de Rennes-le-Château. Donc Robert Charroux est l'élément fondateur aussi de l'aspect livresque de Rennes-le-Château. Monsieur Salamon a été celui qui a fait les premiers articles. Robert Charroux était celui qui a fait les premiers livres, en tout cas les premiers grands passages de livres dans l'affaire de Rennes-le-Château. Et puis d'autres personnages. D'autres personnages vont commencer à entendre parler de Rennes-le-Château. On va en avoir certains qui vont chercher, qui vont s'y intéresser. Il est dit qu'un certain Pierre Plantard se serait rendu à Rennes-le-Château à ce moment. Un certain Gérard de Sède s'y soit rendu également. Et pourtant, vous verrez que Gérard de Sède n'est allé à Rennes-le-Château que bien après avoir écrit son livre, qu'il ne l'a pas été avant d'écrire ce livre, ce qui est un élément extrêmement intéressant. Mais nous y reviendrons. Nous voici donc maintenant à la genèse de l'affaire de Rennes-le-Château dite moderne, et vous voyez que ce sont que les 3 grands acteurs de cette genèse sont, d'une part, M. Noël Corbu, qui avait besoin d'argent, qui avait besoin de faire venir du client à Rennes-le-Château, et qui a fait une opération de marketing très forte sur Rennes-le-Château. C'est triste de ramener ça à ça, mais c'était exactement ça à l'époque. Et je n'ai même pas la certitude que M. Corbu ait eu conscience de l'impact qu'allait avoir sa démarche primaire pour faire venir du client. Deuxièmement, Albert Salamon, qui justement a été, je dirais, le bras du marketing de Noël Corbu, qui lui a permis, j'irais, de diffuser cette connaissance, j'irais, du fameux trésor de la Bessonnière, qui a permis de faire venir des gens, je dirais, au domaine de Rennes-le-Château et au restaurant de la Tour. Et puis, évidemment, Robert Charroux qui était une image des années 60. Donc vous voyez qu'on avance quand même un petit peu dans le temps. Les années 50-60, Robert Charroux était vraiment une image importante dans le monde, je dirais, de l'ésotérisme, des mystères. Et donc lui va donc mettre en œuvre dans son livre Les Trésors du Monde un passage sur Rennes-le-Château qui va en marquer plusieurs et qui va commencer vraiment à faire drainer pas mal de personnes et d'individus. Voilà, nous allons pour aujourd'hui nous arrêter là. Je vous propose que la prochaine fois nous évoquions, enfin pas que nous évoquions, nous allons parler probablement beaucoup plus de Gérard de Sède et de son premier livre, Le Trésor maudit de Rennes-le-Château. Je vous souhaite une très bonne continuation, j'espère que vous allez très très bien. Prenez soin de vous, je vous estime. À bientôt.